À travers les brumes de l'histoire ancienne du Japon, peu de figures ont autant captivé l'imaginaire collectif que celle du samouraï. Ils émergent des rouleaux du passé, non seulement comme des guerriers, mais comme des incarnations vivantes d'un code complexe et exigeant, un tissu tissé de loyauté, d'honneur et de sacrifice. Leur existence dépasse les simples champs de bataille, touchant chaque aspect de la culture, de la politique et de l'esprit japonais. Ce soir, alors que nous traversons en douceur ces couloirs silencieux du passé, nous tenterons de comprendre la véritable nature des samouraïs. Non pas les héros mythiques nés des légendes modernes, mais les hommes réels qui ont dédié leur vie à une voie connue sous le nom de Bushido, la voie du guerrier. Le samouraï n'était pas simplement façonné par le hasard. Dès l'enfance, son chemin était celui de la discipline, de l'étude et d'un entraînement rigoureux qui s'étendait jusqu'à l'âge adulte. Maîtriser le maniement du sabre, l'archerie, l'équitation et les stratégies militaires était son pain quotidien. Mais l'éducation du samouraï ne se limitait pas aux arts de la guerre. La poésie, la calligraphie, la philosophie et l'administration étaient également considérées comme essentielles. Un samouraï devait cultiver son esprit avec autant d'ardeur que son corps, cherchant dans cet équilibre une compréhension plus profonde de l'existence, transcendant ainsi la simple survie ou la conquête. Les origines des samouraïs remontent à la période de Heian, vers le 8e siècle, lorsque les grands propriétaires terriens, ou daimyo, avaient besoin de protecteurs fidèles pour défendre leur domaine contre les troubles d'un pouvoir impérial affaibli. Ces hommes d'armes, experts dans les arts martiaux et animés d'une loyauté inébranlable, se sont progressivement constitués en une classe sociale distincte. Au fil des siècles, ils sont devenus non seulement la colonne vertébrale de la puissance militaire japonaise, mais également les gardiens d'un idéal moral où l'honneur était estimé plus précieux que la vie elle-même. Au cœur de l'existence du samouraï se trouvait le Bushido, un code de conduite non écrit évoluant au gré du temps, qui mettait en avant des vertus telles que le courage, l'intégrité, la bienveillance, le respect, la sincérité, l'honneur et la loyauté. Il ne s'agissait pas de lois gravées dans la pierre, mais d'un principe vivant, transmis par les récits, les enseignements et les exemples laissés par les ancêtres vénérés. Faillir à ce code était une honte si grande que seul le seppuku, le suicide rituel, pouvait permettre de restaurer son honneur perdu. Un acte d'une sincérité poignante, accompli avec une gravité qui soulignait toute la rigueur de leur engagement. Mais la réalité de la vie d'un samouraï était bien plus nuancée que l'image idéalisée que l'on pourrait se faire. La politique, l'ambition, la trahison et la faiblesse humaine faisaient autant partie de leur univers que la discipline et la loyauté. Certains s'élevaient par la ruse, d'autres tombaient, emportés par les trahisons ou les jeux de pouvoir. Les samouraïs étaient des hommes, affrontant la lourde charge de leur devoir, poursuivant un idéal qui, tel un sommet lointain, semblait souvent hors d'atteinte. Parmi les outils du samouraï, aucun n'était aussi emblématique que le katana. Ce sabre qui suscite aujourd'hui un respect presque mythique n'était pas pour eux une simple arme. C'était l'âme rendue tangible, un objet sacré représentant l'essence même de leur devoir et de leur identité. Forgé par des artisans de génie, chaque katana portait une histoire, un lignage, un esprit propre. Perdre son sabre
c'était perdre une partie de son être. Le quotidien du samouraï était régi par des rituels minutieux. L'habillement, l'entretien des armes, les salutations formelles et les échanges de présents, tout était imprégné d'une solennité et d'une intention profonde. Même la simple cérémonie du thé devenait un exercice de méditation, une affirmation silencieuse de la beauté éphémère de la vie. Le rapport du samouraï à la mort était unique. Il ne craignait pas la fin, mais l'acceptait comme une nécessité, une partie indissociable de sa mission. La vie était perçue comme un prêt éphémère consenti par l'univers. Remplir son devoir, même au prix de son existence, était le plus grand accomplissement. Ainsi, le samouraï vivait chaque jour avec la conscience qu'il pouvait être le dernier, s'efforçant de laisser derrière lui non pas des richesses ou des gloires éphémères, mais un héritage d'honneur. Avec le temps, à mesure que les périodes de paix s'étendaient, le rôle des samouraïs évolua. Sous le shogunat Tokugawa, les combats laissèrent place à l'administration, à l'étude, à la gestion de domaines. Mais l'esprit du Bushido ne s'éteignit pas. Il se réinventa, trouvant sa place dans la gouvernance, la culture et les arts. Lorsque la restauration de Meiji au XIXe siècle balaya l'ancien ordre, dissolvant la classe des samouraïs, leur esprit, lui, survécut. Il vibre encore aujourd'hui dans la persévérance silencieuse du peuple japonais, dans la quête de l'excellence, dans cette dignité discrète avec laquelle les épreuves sont affrontées. Ce soir, tandis que nous parcourons en pensée ces chemins anciens, la figure du samouraï ne se présente pas à nous comme un vestige oublié, mais comme un symbole intemporel, celui de l'engagement humain envers des idéaux plus grands que soi. Leurs secrets, leur lutte, leur courage silencieux murmurent encore à travers les siècles que la véritable force réside non dans la domination, mais dans la fidélité inébranlable à ce qui est juste, honorable et bon. Les racines les plus anciennes de la tradition samouraï plongent profondément dans les sables mouvants du Japon antique, bien avant que ces guerriers ne soient connus sous le nom qu'ils portent aujourd'hui. Au siècle précédant leur ascension, le Japon était gouverné selon un modèle impérial fortement inspiré de la Chine, avec un empereur considéré comme une figure divine, présidant un vaste territoire difficilement contrôlable. Les montagnes escarpées, les forêts épaisses et les vallées reculées rendaient l'autorité impériale inégale et fragile. Dans ce contexte, les familles aristocratiques locales, appelées uji, commencèrent à accumuler pouvoir et richesse, s'autonomisant progressivement du centre impérial. Pour protéger leurs terres, percevoir les taxes et faire face aux troubles locaux, ces grands propriétaires terriens eurent besoin de soldats loyaux, aguerris et disciplinés. Ainsi naquirent les premières bandes de guerriers, maîtrisant l'art du combat à cheval, du tir à l'arc et de la stratégie militaire. Ces guerriers allaient, au fil des générations, évoluer en une classe sociale à part entière, les samouraïs. À leur début, loin des images idéalisées que l'on s'en fait aujourd'hui, les premiers samouraïs étaient des hommes rudes et pragmatiques, profondément engagés dans les rivalités féodales. Les batailles étaient menées non selon un code d'honneur chevaleresque, mais avec la brutalité nécessaire à la survie. Embuscades, trahisons et alliances éphémères rythmaient leur quotidien. Pourtant, c'est dans ce terreau de violence et d'instabilité que commencèrent à germer les premières notions de loyauté, de discipline et de service, prémices du futur Bushido. À cette époque,
l'arme principale du guerrier n'était pas encore le katana, mais l'arc. La maîtrise du tir à l'arc à cheval, appelé yabusame, était considérée comme l'apogée de l'art martial. Le guerrier devait guider sa monture uniquement avec les jambes, tandis que ses mains restaient libres pour décocher ses flèches avec précision. Cette discipline exigeait une concentration absolue, une symbiose parfaite entre l'homme, l'animal et l'arme, prémisse du raffinement mental que les samouraïs allaient cultiver à travers les siècles. La loyauté, à cette époque, n'était pas encore attachée à des idéaux abstraits, mais se manifestait d'abord envers son clan et sa famille. Les conflits internes étaient fréquents, les querelles d'héritage, les rivalités personnelles, les affronts se réglaient souvent dans le sang. La culture guerrière de ces premiers siècles était marquée par la dureté, mais aussi par l'émergence d'une conscience collective selon laquelle vivre et mourir au service de son seigneur et de sa lignée était une forme d'accomplissement supérieur. Au fil du temps, certaines familles parvinrent à asseoir leur domination sur de vastes territoires. Parmi elles, les clans Taira et Minamoto allaient jouer un rôle déterminant, leur rivalité précipitant le Japon dans une guerre civile d'une ampleur inédite, la guerre de Genpei. Ce conflit, s'étendant sur plusieurs décennies, verrait les samouraïs passer du statut de serviteurs régionaux à celui de véritables gouvernants du pays. C'est au cours de cette période troublée que le visage du samouraï se précisa. Des titres furent créés, des codes de conduite informels commencèrent à se transmettre, et l'épée devint peu à peu le symbole par excellence de la classe guerrière. Bien que l'arc conservât encore son importance, le katana s'imposa progressivement comme le prolongement de l'âme du samouraï. La réalité de leur monde demeurait néanmoins instable et périlleuse. La trahison, l'ambition et la manipulation étaient omniprésentes. Survivre et prospérer exigeait non seulement la maîtrise des armes, mais aussi la ruse, la patience et une fine compréhension des jeux de pouvoir. Ceux qui s'imposaient n'étaient pas seulement les plus forts, mais aussi les plus intelligents. Pendant que la cour impériale, recluse à Kyoto, s'enfonçait dans le formalisme et la poésie raffinée, le véritable pouvoir glissait entre les mains de ceux qui portaient pas l'épée. L'ère des courtisans raffinés laissait place à celle des guerriers austères. C'est au sein de ce tumulte que se forgèrent les fondations de l'idéal samouraï. Le devoir avant le confort, la loyauté avant l'ambition personnelle, l'honneur même au prix de la vie. Même si cet idéal ne serait pleinement théorisé que plus tard, son essence était déjà vivante dans les actes et les choix de ces premiers guerriers. Alors que nous avançons lentement dans ces brumes anciennes, nous pouvons presque entendre le galop des chevaux sur les plaines désertes, le sifflement des flèches dans l'air humide, et sentir la détermination farouche de ces hommes qui, sans le savoir, gravaient les premières lignes d'une légende appelée à traverser les siècles. À la fin du XIIe siècle, alors que le Japon se relève difficilement d'une guerre civile dévastatrice, une nouvelle ère s'ouvre sous l'impulsion de Minamoto no Yoritomo. Après avoir vaincu ses rivaux du clan Taira lors de la guerre de Genpei, Yoritomo établit en 1192 le shogunat de Kamakura, marquant ainsi le début du gouvernement militaire et de la véritable domination des samouraïs sur l'archipel. Ce système de bakufu, littéralement gouvernement de l'attente, traduit la nature militaire du pouvoir en place. L'empereur, toujours vénéré, reste à Kyoto, mais son rôle devient purement symbolique.
Le pouvoir effectif appartient désormais au shogun, qui gouverne au nom de l'empereur, mais selon sa propre autorité. Ce changement politique, né de la nécessité, va modeler la société japonaise pour les siècles à venir. Sous le shogunat de Kamakura, les samouraïs ne sont plus de simples guerriers au service de seigneurs locaux. Ils deviennent l'épine dorsale de l'organisation sociale. En récompense de leur loyauté, des terres leur sont octroyées, renforçant le système féodal. Chaque samouraï doit à son suzerain un service militaire absolu, un engagement prêté non par convenance, mais par un serment d'honneur, scellé par les valeurs émergentes du Bushido. La vie du samouraï, encadrée par un ensemble de lois comme le code Joei de 1232, repose sur la discipline, la responsabilité et la rigueur morale. Ces textes précisent les règles d'héritage, les litiges de propriété et les devoirs des vassaux, structurant une société encore marquée par les cicatrices de la guerre. Mais cette stabilité est rapidement mise à l'épreuve. À la fin du XIIIe siècle, le Japon fait face à une menace extérieure sans précédent, les invasions mongoles. Sous le commandement de Kubilai Khan, l'Empire mongol tente d'envahir le Japon à 2 reprises, en 1274 puis en 1281. Les samouraïs, habitués à des duels individuels valorisant l'honneur, se trouvent confrontés à une force massive, organisée, utilisant des armes à poudre et des stratégies de groupe. Malgré des débuts difficiles, les samouraïs s'adaptent. Ils renforcent les défenses côtières, érigent des fortifications et opposent une résistance acharnée. Les 2 tentatives d'invasion échouent, en grande partie grâce à l'intervention de typhons dévastateurs que l'on nommera plus tard kamikazes, vent divin. Ces événements renforcent la conviction que le Japon est protégé par des forces surnaturelles, nourrissant un sentiment de destin particulier. Néanmoins, ces campagnes épuisent le shogunat de Kamakura. Faute de nouvelles terres à distribuer en récompense, la fidélité des vassaux s'effrite. Les tensions internes augmentent, préparant le terrain à de futures périodes de conflit. Durant cette ère, l'influence du bouddhisme zen sur la classe samouraï s'accentue. L'idée d'accepter l'impermanence, de cultiver la maîtrise de soi et de rechercher la clarté intérieure trouve un écho profond parmi les guerriers. La méditation, la pratique du tir à l'arc comme art spirituel et l'attention portée aux gestes quotidiens deviennent des éléments essentiels de la culture samouraï. Sur le plan artistique, la sobriété devient une valeur cardinale. L'architecture des temples privilégie des structures simples et solides. Les jardins secs, les peintures monochromes et la poésie épurée expriment cette esthétique du dépouillement, héritée des principes zen. Le shogunat de Kamakura marque ainsi un tournant décisif dans l'histoire des samouraïs. Leur ascension au sommet de l'ordre social, leur institutionnalisation comme classe dirigeante et la consolidation d'un ensemble de valeurs qui continueront de façonner le Japon longtemps après leur déclin. Mais, comme les cycles de la nature qu'ils avaient appris à respecter, même les forteresses les plus solides ne sont pas éternelles. Derrière l'apparente stabilité, les graines du changement commencent déjà à germer. La loyauté vacille, les ambitions renaissent, et bientôt, de nouveaux conflits viendront ébranler les fondations de cet ordre guerrier. Alors que nous marchons à travers les plaines battues par le vent de cette époque lointaine, nous pouvons presque apercevoir les silhouettes stoïques des samouraïs, veillant dans la nuit, conscients que même l'honneur et la bravoure ne suffisent pas,
toujours à repousser l'inexorable marche du temps. Après la chute progressive du shogunat de Kamakura, le Japon plongea dans une ère de troubles profonds, marquée par des rivalités incessantes et des conflits sanglants. L'autorité centrale, déjà affaiblie, s'effondra, laissant place à un enchevêtrement de seigneuries autonomes, chacune luttant pour étendre son pouvoir. Pour les samouraïs, cette période fut à la fois un champ d'opportunités et un gouffre de périls, où la fidélité et l'ambition se heurtaient dans une lutte perpétuelle. Le XIVe siècle fut dominé par la période Nanboku-cho, ou époque des cours du Nord et du Sud, au cours de laquelle deux lignées impériales concurrentes revendiquèrent la légitimité. Les samouraïs furent entraînés dans cette querelle dynastique, choisissant leur camp non par idéalisme, mais souvent selon des calculs pragmatiques visant à préserver leurs terres et leur influence. Dans cet environnement chaotique, les codes d'honneur furent mis à rude épreuve. La loyauté changeait au gré des alliances, les trahisons étaient monnaie courante, et les ambitions personnelles l'emportaient souvent sur les idéaux de service désintéressés. La survie exigeait plus que la maîtrise des armes. Elle nécessitait la ruse, la flexibilité et une vigilance constante. Les batailles se succédaient sans relâche. Les forteresses évoluèrent, devenant de véritables citadelles capables de résister à de longs sièges. Les techniques de guerre s'adaptèrent. Les armées se professionnalisèrent, intégrant non seulement des samouraïs, mais aussi des ashigaru, soldats issus du peuple, formés pour les combats de masse. La campagne japonaise souffrit terriblement de ces guerres incessantes. Les récoltes furent détruites, les villages abandonnés ou incendiés, et la famine ravagea de nombreuses régions. Pourtant, paradoxalement, cette période vit aussi l'émergence de nouveaux modèles politiques, centrés sur le pouvoir effectif exercé par les daimyos, les seigneurs locaux, plutôt que sur une autorité impériale, lointaine et impuissante. Cette époque, annonciatrice de l'ère Sengoku, ou période des provinces sans guerre, façonna l'image du samouraï non seulement comme guerrier, mais aussi comme stratège, administrateur et bâtisseur de pouvoir territorial. La loyauté, si elle existait encore, était désormais étroitement liée à la capacité du seigneur à protéger et à récompenser ses vassaux. Dans le même temps, paradoxalement, la culture samouraï s'enrichissait. La cérémonie du thé, perfectionnée sous l'influence zen, devint un espace de méditation et de raffinement dans un monde dominé par la brutalité. Le théâtre No, avec sa sobriété et sa profondeur émotionnelle, exprima les thèmes universels de la perte, de la fidélité et du destin tragique, des préoccupations intimement liées à la condition des guerriers. La codification du Bushido continua d'évoluer, mettant davantage l'accent sur la fidélité absolue envers son seigneur immédiat, et non plus envers un idéal abstrait d'empire ou de nation. Le seppuku, suicide rituel, devint l'expression ultime de l'honneur restauré par la mort volontaire, une réponse solennelle à l'échec ou à la honte. La vie du samouraï, dans ce climat de guerre permanente, oscillait entre la poursuite de la grandeur et la lutte quotidienne pour la survie. Certains trouvaient dans ce tumulte l'occasion d'atteindre des sommets de pouvoir. D'autres sombraient dans l'oubli, victimes d'une trahison, d'une défaite ou d'une simple malchance. Vers la fin du XVe siècle, le Japon était morcelé en une multitude de fiefs rivaux, chacun gouverné par un daimyo déterminé à agrandir ses possessions. L'unification du pays semblait un rêve lointain, presque irréalisable.
Pourtant, dans l'ombre de ces guerres sans fin, de nouveaux leaders commençaient à émerger. Des hommes qui, par la force des armes et de la ruse, allaient tenter l'impossible, réunir à nouveau les provinces dispersées sous une seule bannière. Alors que nous traversons ces terres ravagées par la guerre, nous pouvons presque entendre les tambours funèbres résonner dans les vallées embrumées, sentir l'odeur âcre des cendres et du sang, et percevoir dans le regard déterminé des samouraïs de cette époque la flamme indomptable de ceux qui, malgré tout, persévèrent face à l'adversité. Au cœur de ce Japon morcelé, ravagé par des décennies de guerre civile, une nouvelle génération de chefs militaires s'éleva. Ils étaient stratèges, visionnaires, impitoyables parfois, mais porteurs d'une ambition rare. Unifier le pays sous un pouvoir central, mettre fin à l'ère des provinces en guerre et restaurer une forme de stabilité perdue depuis des siècles. 3 noms marqueront cette entreprise titanesque: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Ensemble, ils scellèrent le destin du Japon et redéfinirent la place des samouraïs dans la société. Oda Nobunaga fut le premier à briser les anciens codes. Chef du clan Oda, il utilisa des tactiques militaires révolutionnaires pour affronter des ennemis souvent plus puissants numériquement. S'il savait inspirer la loyauté, il n'hésitait pas non plus à employer la force et la ruse. En 1575, à la bataille de Nagashino, il démontra une nouvelle manière de combattre: l'utilisation coordonnée des arquebuses, des armes à feu introduites par les Portugais face aux redoutables cavaliers du clan Takeda. Le choc fut immense. Pour la première fois, le sabre et l'arc cédaient face à la poudre. Mais Nobunaga n'était pas seulement un homme de guerre. Il comprenait que l'unité politique exigeait la soumission des autres formes de pouvoir. Il s'attaqua frontalement aux temples bouddhistes militarisés, notamment à ceux du mont Hiei, qu'il fit incendier avec une brutalité qui choqua même ses alliés. À ses yeux, aucune entité, religieuse ou féodale, ne devait rivaliser avec l'autorité centrale qu'il entendait bâtir. Son œuvre, pourtant, resta inachevée. En 1582, trahi par son général Akechi Mitsuhide, Nobunaga se donna la mort dans un temple en flammes à Kyoto. Sa disparition faillit tout remettre en cause. Mais un autre homme s'apprêtait à reprendre le flambeau, Toyotomi Hideyoshi. D'origine humble, fils d'un simple soldat, Hideyoshi est l'exemple par excellence de la mobilité sociale permise par le tumulte de l'époque. Par sa loyauté, son intelligence politique et sa capacité à apaiser les rivaux, il s'imposa rapidement comme le successeur naturel de Nobunaga. Par la négociation, la guerre, les mariages stratégiques et les alliances, il parvint à soumettre l'ensemble des daimyos. Sous son règne, le Japon fut enfin unifié. Mais Hideyoshi comprit que l'unité devait être protégée par des réformes durables. Il mit en place la célèbre chasse au sabre, désarmant la paysannerie pour maintenir une séparation stricte entre les classes sociales. Il interdit également les déplacements des paysans et renforça l'ordre hiérarchique. Le samouraï, désormais, était un guerrier sans guerre, mais aussi un fonctionnaire chargé d'administrer, de gérer, de maintenir l'ordre. Hideyoshi chercha aussi à projeter la puissance du Japon hors de ses frontières. Il lança 2 campagnes militaires d'envergure contre la Corée, espérant conquérir la Chine. Mais ces expéditions se soldèrent par des échecs coûteux, tant en vies humaines qu'en ressources. À sa mort en 1598, le pays était uni, mais fragile.
C'est alors que Tokugawa Ieyasu entra en scène. Calme, patient, méthodique, il avait longuement attendu son heure, consolidant ses forces dans l'est du pays. En 1600, lors de la bataille décisive de Sekigahara, il affronta les partisans du jeune fils de Hideyoshi. Sa victoire lui permit d'imposer son autorité sur tout le Japon. 3 ans plus tard, en 1603, il reçut du trône impérial le titre de shogun. Le shogunat Tokugawa, qu'il établit à Edo, futur Tokyo, allait durer plus de 2 siècles et demi. L'ordre, la paix et le contrôle centralisé remplacèrent l'anarchie des siècles précédents. Pour les samouraïs, cette nouvelle ère fut un tournant. Leur rôle militaire devint marginal. Beaucoup furent chargés d'administrer les provinces, de collecter les impôts, de servir dans la bureaucratie du shogun. Le sabre restait leur symbole, mais leur quotidien bascula vers la gestion civile, l'étude et le respect strict des règles établies. Pourtant, même si leur fonction changea, l'esprit du Bushido ne disparut pas. Il se réinventa, dans l'obéissance, dans la rigueur morale, dans le service à la communauté. Ce n'était plus l'honneur du champ de bataille, mais celui du devoir quotidien, parfois silencieux, toujours exigeant. Ainsi s'acheva l'époque des grands conflits. Grâce à ces 3 figures, Nobunaga le destructeur, Hideyoshi le bâtisseur et Ieyasu le stabilisateur, le Japon entra dans une ère nouvelle. Mais dans l'ombre des palais et des forteresses, l'âme du samouraï restait intacte, veillant, prêt à réapparaître là où l'honneur, la loyauté et le devoir seraient de nouveau appelés. Avec l'avènement du shogunat Tokugawa en 1603, le Japon entra dans une ère de paix sans précédent. Pendant plus de 2 siècles, l'archipel fut épargné par les grandes guerres internes qui l'avaient si longtemps déchiré. Cette stabilité, imposée par une autorité centrale forte, transforma en profondeur la société. Et pour les samouraïs, cette époque marqua un tournant majeur. De guerriers du chaos, ils devinrent les gardiens de l'ordre. Le nouveau régime mit en place une hiérarchie sociale stricte, divisant la population en 4 classes: samouraïs, paysans, artisans et marchands. Les samouraïs restaient en haut de cette échelle, mais leur fonction principale n'était plus de combattre, mais de gouverner. Dans les fiefs, ils administraient la justice, collectaient les impôts, géraient les conflits locaux. Certains occupaient des postes dans la bureaucratie du shogunat à Edo. La guerre, jadis leur quotidien, devenait un lointain souvenir. Pourtant, le sabre ne disparut pas. Il resta le symbole de leur statut et de leur dignité. Le port du daisho, l'ensemble composé du katana et du wakizashi, leur était réservé. Mais ces armes étaient désormais plus souvent polies que dégainées. Elles devenaient des objets rituels, hérités, transmis, chargés de mémoire plus que de sang. Ce changement de rôle fut accompagné d'une profonde introspection culturelle. Le samouraï, privé de guerre, se tourna vers l'étude. Le confucianisme, importé de Chine, offrait un cadre moral rigoureux, exaltant le devoir, la loyauté, la piété filiale et l'ordre. On attendait du samouraï qu'il soit lettré, discipliné, exemplaire. Les écoles se multiplièrent. La lecture des classiques, la pratique de la calligraphie, de la poésie ou de la peinture faisait désormais partie de son quotidien. Le bouddhisme zen, quant à lui, offrait une réponse plus intime à l'angoisse existentielle.
Dans un monde stable mais figé, l'acceptation de l'impermanence, la recherche du vide intérieur et la pratique de la méditation devinrent des refuges pour ceux qui sentaient l'esprit guerrier s'étioler. Le zen influença profondément les arts, les jardins secs, les arrangements floraux, l'architecture sobre, la cérémonie du thé, tous portaient la marque de cette philosophie du dépouillement. Les arts martiaux n'étaient donc pas abandonnés, mais transformés. Le kenjutsu, maniement du sabre, le kyudo, tir à l'arc, ou encore le jujutsu, devinrent des voies de perfectionnement moral autant que physique. S'entraîner n'était plus un besoin militaire, mais une discipline spirituelle, un exercice de concentration, de posture, d'harmonie entre corps et esprit. Pourtant, derrière cette apparente harmonie, des tensions couvaient. Beaucoup de samouraïs, notamment ceux de rang inférieur, vivaient dans une relative pauvreté. Leurs revenus fixes, souvent issus d'anciens droits féodaux, ne suivaient pas l'évolution économique. Incapables de commercer ou de cultiver la terre, ils s'endettaient. Certains vendaient leurs armes, d'autres sombraient dans le désespoir. Le phénomène des ronins, samouraïs sans maître, devint de plus en plus visible. Certains étaient devenus ronins à la suite de la disgrâce ou de la mort de leur seigneur. D'autres l'étaient devenus par choix ou nécessité. Livrés à eux-mêmes, ils erraient dans les villes, souvent méprisés, parfois redoutés. Quelques-uns furent recrutés comme gardes du corps, mercenaires ou hommes de main. D'autres tentèrent de maintenir leur code d'honneur malgré l'exclusion. L'exemple le plus célèbre reste celui des 47 ronins d'Akko, qui, en 1703, vengèrent la mort de leur maître selon les règles du Bushido, avant de se rendre aux autorités et de se donner la mort. Leur histoire, mêlant fidélité absolue, discipline et sacrifice, devint un mythe fondateur, célébré dans le théâtre, la littérature et les arts populaires. Malgré les difficultés, l'époque d'Edo vit s'épanouir une culture raffinée. Les villes grandissaient, les arts se démocratisaient. Le théâtre kabuki, les estampes ukiyo-e, les romans populaires, les haïkus, autant de formes d'expression qui émergèrent ou se consolidèrent. Les samouraïs, bien que de plus en plus éloignés de leur fonction originelle, restaient les garants d'un certain idéal moral, d'une rigueur de vie, d'une sobriété respectée. Mais cette paix, aussi durable fût-elle, avait un prix. Le Japon s'était replié sur lui-même, fermant presque toutes ses frontières aux influences étrangères. Ce choix d'isolement, dicté par la peur des troubles religieux et politiques, allait finir par fragiliser l'ensemble de l'édifice. Ce soir, en contemplant les allées silencieuses d'un jardin zen ou les lignes nettes d'un dojo vide, nous pouvons imaginer ces samouraïs du temps de paix, droits, réservés, parfois tourmentés, portant dans leur cœur le souvenir d'une époque de fer et de feu et l'effort discret de préserver, dans la quiétude, la flamme d'un idéal ancien. Au milieu du XIXe siècle, les fondations patiemment posées par les Tokugawa commencèrent à se fissurer. Depuis plus de 2 siècles, le Japon vivait replié sur lui-même, dans une stabilité obtenue au prix de l'isolement. Mais le monde extérieur, en pleine révolution industrielle et expansion coloniale, frappa bientôt à la porte du pays. Et avec lui, l'équilibre fragile du système féodal fut irrémédiablement bouleversé. En 1853, le commodore américain Matthew Perry jeta l'ancre dans la baie d'Edo avec ses navires noirs
exigeant l'ouverture du Japon au commerce international. Le choc fut immense. La démonstration de force, symbolisée par les canons et la technologie occidentale, força le shogunat à signer une série de traités inégaux, humiliants aux yeux de nombreux Japonais. Ces accords mirent fin à la politique de fermeture du pays, mais aussi à l'autorité incontestée du shogun. Au sein de la société, les tensions montèrent rapidement. Beaucoup voyaient dans ces concessions un signe de faiblesse. Les partisans du retour au pouvoir impérial, regroupés sous la bannière Sonojoie, révérer l'empereur, expulser les barbares, gagnèrent en influence. Parmi eux, de nombreux samouraïs, déçus par l'inaction du shogunat, rêvaient de restaurer la grandeur du Japon en renouant avec l'autorité impériale ancestrale. Le climat devint explosif. Des assassinats politiques, des émeutes et des révoltes armées éclatèrent dans tout le pays. Les samouraïs, qui jusque-là avaient maintenu l'ordre, devinrent les acteurs d'un changement radical. Les alliances se redéfinirent, les anciens codes de loyauté furent mis à l'épreuve, et les armes furent de nouveau dégainées. La guerre de Boshin, entre 1863 et 1869, scella le sort du shogunat. Elle opposa les forces loyales à l'empereur Meiji, soutenues par des clans modernistes comme Satsuma et Shoshu, aux partisans du shogun. Les affrontements furent violents, mais bref. Le shogun Tokugawa Yoshinobu abdiqua, et le pouvoir revint officiellement à l'empereur. Mais dans les faits, une nouvelle élite politique, déterminée à moderniser le pays, prit les rênes du gouvernement. La restauration de Meiji inaugura une transformation fulgurante. L'État centralisé mit fin aux privilèges héréditaires, abolit le système des domaines féodaux, introduisit la conscription militaire et encouragea l'industrialisation. Pour les samouraïs, ce fut une véritable révolution. Leur statut, fondé sur la guerre, la loyauté personnelle et les codes ancestraux, n'avait plus de place dans ce nouveau Japon. Peu à peu, leur droit à porter le sabre fut supprimé. Le port du daisho en public fut interdit. Les rentes, héritées de l'ancien ordre, furent remplacées par des compensations financières rapidement insuffisantes. Certains samouraïs s'adaptèrent. Ils devinrent enseignants, fonctionnaires, hommes d'affaires. D'autres sombrèrent dans la misère ou la marginalisation. Mais pour beaucoup, cette transition fut vécue comme une trahison. La révolte la plus emblématique de cette frustration fut celle menée par Saigo Takamori en 1877, connue sous le nom de « Rébellion de Satsuma ». Saigo, autrefois artisan de la restauration impériale, s'opposa à la modernisation à outrance et à l'effacement des valeurs traditionnelles. Il prit les armes avec des milliers d'anciens samouraïs mécontents, refusant de vivre dans un monde où le sabre n'avait plus de place. Leur insurrection, courageuse mais vouée à l'échec, fut écrasée par l'armée impériale moderne, équipée à l'occidental. À la bataille de Shiroyama, Saigo et ses derniers compagnons se battirent jusqu'à la mort, illustrant, une dernière fois, l'esprit indomptable du Bushido. Saigo se donna la mort selon les rites anciens, devenant ainsi un symbole paradoxal de fidélité à une tradition qu'il avait lui-même contribué à démanteler. La rébellion de Satsuma marqua la fin définitive de la classe des samouraïs. Leur dissolution fut actée, leur code ne régissait plus la société, et leur place fut prise par une armée nationale, par des institutions modernes, par un État orienté vers le progrès et l'égalitarisme.
Mais leur disparition physique ne signifia pas la fin de leur influence. Bien au contraire. Le mythe du samouraï, pur, droit, fidèle jusqu'à la mort, prit une ampleur nouvelle. Il devint une référence morale, un modèle d'éducation, un symbole d'identité nationale. Dans l'armée, dans les écoles, dans les discours politiques, l'esprit du Bushido fut récupéré, transformé, parfois instrumentalisé, mais jamais oublié. Ce soir, alors que nous évoquons cette transition douloureuse, nous pouvons imaginer les derniers samouraïs debout dans la brume, les mains posées sur la garde d'un sabre qu'ils ne pourront plus jamais porter, les yeux tournés vers un avenir qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils saluent avec la dignité d'un adieu. Bien que les samouraïs aient disparu en tant que classe sociale, leur héritage continue de résonner à travers les siècles. Ils ne sont plus présents sur les champs de bataille, ni dans les palais des seigneurs, mais leur esprit, leur discipline et leur idéal de vie habitent encore la culture japonaise, les gestes du quotidien, les valeurs éducatives et la mémoire collective. Au cœur de cet héritage demeure le Bushido, cette voie du guerrier faite de loyauté, de courage, de droiture, de retenue, de respect et de fidélité. Ce code, longtemps transmis de maître à disciple, de père à fils, ne fut jamais figé dans un texte unique. Il était vivant, en perpétuelle adaptation, mais toujours porteur d'une même exigence, celle de placer l'honneur et le devoir au-dessus de soi. Dans le Japon moderne, on retrouve cette influence dans bien des domaines. L'éducation valorise la persévérance, la modestie, l'effort. Le monde professionnel est imprégné de rigueur, de sens des responsabilités, d'une loyauté parfois extrême envers l'entreprise ou le collectif. Même dans les moments de crise, le comportement du peuple japonais, digne, organisé, résilient, évoque les idéaux samouraïs de discipline et de maîtrise de soi. Les arts martiaux, devenus des disciplines sportives ou spirituelles, perpétuent aussi cette tradition. Le kendo, descendant du maniement du sabre, le judo, l'aïkido, le kyudo, tous transmettent des valeurs de respect, de contrôle intérieur et de perfection technique. Le combat n'est plus une fin, mais un moyen d'éducation morale. Dans la culture populaire, les figures samouraïs continuent d'inspirer écrivains, cinéastes, artistes. Le cinéma japonais, avec des maîtres comme Kurosawa, a façonné une image du samouraï à la fois héroïque et tragique, fidèle à l'homme autant qu'au mythe. À travers le monde, cette figure symbolise l'équilibre entre force et éthique, entre action et introspection. Mais au-delà des images et des histoires, l'héritage le plus profond des samouraïs est sans doute d'ordre moral. Leur existence nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans la domination ou la brutalité, mais dans la capacité à rester fidèle à un idéal, même dans l'adversité. Être samouraï, ce n'était pas simplement manier une arme, c'était vivre avec une exigence permanente, un regard intérieur, une vigilance constante sur ses pensées, ses actes, ses intentions. Les samouraïs étaient loin d'être parfaits. Ils ont participé à des guerres cruelles, à des répressions violentes, à des intrigues politiques sans merci. Mais au milieu de ces réalités humaines, ils ont aussi laissé une trace lumineuse, celle d'hommes et de femmes capables de placer la loyauté, la retenue, le sens du devoir au cœur de leur existence. Aujourd'hui, dans un monde agité par la vitesse, le changement permanent, les injonctions de performance, l'idéal samouraï offre un contrepoint apaisant.
Il nous parle d'ancrage, de constance, de valeurs profondes à cultiver en soi. Il invite à se recentrer, à chercher non la victoire sur l'autre, mais la maîtrise de soi, dans les gestes d'un calligraphe, dans le silence d'un moine qui médite, dans l'attitude d'un enseignant qui transmet avec humilité, ou même dans le regard d'un vieil homme qui balaie devant sa porte avec application. On peut encore percevoir l'écho de cette voix ancienne. Ce soir, alors que nous refermons doucement les pages de cette histoire, souvenons-nous que les samouraïs n'étaient pas des fantômes figés dans le passé. Ils étaient des hommes de chair et de conviction, portés par un code de vie exigeant, mais profondément humain. Et dans chaque décision guidée par l'éthique, chaque acte posé avec justesse, chaque mot prononcé avec respect, leur esprit continue de vivre. Car l'essence du samouraï n'était pas de vaincre, mais de servir. Non pas de briller, mais d'être digne. Non pas de survivre à tout prix, mais d'agir selon ce qui est juste. Et cela, plus que tout, est un héritage que nul temps ne saurait effacer.